Et alors? 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 Bonjour, bonsoir ou bon après-midi à vous. Je m'appelle Fanny Sorgato, une Alsacienne qui a monté sa boîte de vidéos et de podcasts Souriez. Je suis ravie de vous accueillir sur cette émission intitulée Et alors ? En référence à l'audace, au fait d'oser se lancer dans une voie professionnelle autre que celle qui était déjà toute tracée ou autre que celle qui est confortable ou rassurante. Beaucoup d'entre nous choisissent une autre voie professionnelle en quête d'un épanouissement personnel total ou au contraire subissent un job ou un poste qui les déprime, les dévalue ou les ennuie. Dans beaucoup de cas, la peur conditionne l'avenir et les vrais désirs de changement. Alors, quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui a fait que l'on s'est lancé seul ? Ou pourquoi on a décidé de changer de voie ? Pour ce 5e épisode, je reçois Angélique Simon, qui n'est autre que ma meilleure amie. Salut Pissom, Richard et ça Angélique. J'avais envie de faire ce podcast depuis longtemps parce qu'Angélique a un parcours atypique. Ça peut vouloir ressembler à une conversation entre copines, mais c'est un peu plus que ça. Alors je vous laisse avec elle. Aujourd'hui, tu vas faire un truc que tu n'as jamais fait de ta vie. Encore un truc que j'ai jamais fait de ma vie ? Sortir sans maquillage, tu veux dire ? Non. Non, ça t'es pas prête. Non, je suis pas prête. Ouais, je vais faire un podcast. Ouais, l'image que j'ai de toi, c'est que moi j'étais en cours, on était en BTS, assistante trilingue, et moi très studieuse comme à mon habitude, en train de boire les paroles du prof, quel que ce soit. Oui, et puis là, le proviseur adjoint, je sais plus, oui, on accueille l'élève un peu retardataire, c'est des 3 jours. Oui, on est vu retardataire. Retardé surtout. Oh non, je vois 3 jours retardé. après, je dis, mais il y a encore des gens qui se plantent d'orientation, qui savent pas ce qu'ils veulent dans la vie et tout, machin, je dis, bah ouais. Et ouais. Et je te vois débarquer avec ton... Avec mon faux sac Vito, ta démarche de camionneur, je me dis, oh là là, d'où elle sort, c'est là. Je te vois arriver, je t'ai pas mis à côté de moi, on avait plus trop de place. Et je me suis dit, elle est venue là. Elle sait vraiment par c'est vraiment par dépit. Elle a pas l'air motive, là, le meuf. Je te le confirme. Bon, on a accroché tout de suite. On s'est bien marré. Toi, tu m'as quand même dit que ton BTS assistant trilingue, bah, tu savais pas trop pourquoi tu l'as fait. Ouais. Si, pour les langues. Ah ouais, pour les langues. C'était la seule raison. J'ai toujours adoré les langues et j'adore toujours ça. Mais c'était vraiment pour les langues. Après, le secrétariat, contrairement à toi, c'était pas trop mon truc. La gestion, la compta, ça donne En fait, il y avait rien qui était pour moi sauf les langues. Et la cafette. Non, on n'avait pas de cafette. Non, mais c'était un lycée, hein. Ouais. Pourquoi t'as pas fait de fac de... Mais j'avais hésité avec LEA. Un truc comme ça, Je voulais faire LEA. Langue étrangère appliquée, donc oui. Ouais, langue étrangère appliquée, on précise. Mais en fait, j'ai pas fait de fac parce que je pense que j'aurais été incapable de... Voilà, il me fallait une structure. Ouais. Parce que comme je suis pas structurée de base, voilà, je suis et du coup, je savais que si j'allais aller en fac, ce serait mort. Mais je pense que ça m'aurait quand même finalement beaucoup plus correspondu. Est-ce que tu aurais tenu un rythme social, je pense de pas. rigueur et de travail personnel à 19 ans? Non, je pense que j'en étais pas capable à l'époque. Et le BTS, du coup, bah, c'était la facilité. Les langues, ça me plaisait. Le secrétariat, ça me plaisait pas. Mais bon, les profs il y avait des profs cool. Je t'ai rencontré. Et puis voilà. Et puis t'avais une voiture. Donc et j'avais une voiture. J'étais le chauffeur le chauffeur de tous les casseuses de la classe. J'avais même pas encore mon BTS. J'ai été recrutée par une société qui travaillait pour Arte. Ouais. Pour faire du secrétariat trilingue. Ça. Ouais. Voilà. Donc, là, je me souviens, il y avait plein de boîtes qui succédaient. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques mois. Ensuite, j'ai été prise chez Geistel dans les assurances pendant, je sais pas, 1 an, un truc comme ça. Mais j'ai souffert pendant 1 an. Mais vraiment. Ouais. Tous les dimanches soirs, j'étais malade parce que ça me plaisait pas, c'était pas mon truc et j'étais malade. Et c'était 1 an, donc ça c'était 1 an, j'étais en CDI, j'ai démissionné en fait. Et en plus, il n'y avait pas les langues, donc frustration suprême. Il fallait que je me cache, je supportais plus. Comme j'habitais Souffel et que j'étais pas loin de Venden et de toute la zone, là, j'avais postulé chez Chosti pour un poste de vendeuse en CDD à 25 heures, vraiment à l'arrache. Et je me souviens, j'avais mis mon CV, ma jolie photo et tout.
Et la patronne qui m'a recrutée, elle m'a dit, écoutez, je vous prends juste pour votre photo, vous avez aucune expérience, mais votre photo m'a plu. La photo ou la mise en page du Non, CV? la photo. Ah ouais, ok. Je lui ai plu. J'ai démarré donc en CDD, CDD de 3 mois à 25 heures. Ensuite, je suis passée à 6 mois. Ensuite, 1 an, de plus en plus d'heures. Au bout d'1 an, j'étais à 35 heures. Et après, je me suis dit, non, alors c'est pas péjoratif, mais j'avais quand même un niveau BTS. Je me suis dit, je vais pas faire vendeuse de chaussures toute ma vie, même si ça me plaisait, parce que la vente, c'est quand même, je pense, c'est profondément mon truc. Quoi. Et j'ai dit à ma patronne, j'ai dit, écoutez, soit vous me proposez quelque chose, soit je vous quitte. C'est pas que ça me plaise pas, mais je me vois pas travailler pour le SMIC encore 10 ans. Et elle fait, non, pour l'instant, je peux rien vous proposer, mais c'est dommage, machin. Donc, je suis partie. Je me suis trouvé un poste d'adjointe responsable chez Orsay au Halles. Donc Orsay, c'était une boutique de prêt-à-porter. C'était comme Kim, c'était le même groupe. C'était le groupe Allô Palmont, voilà. Donc j'ai fait quelques mois chez Orsay et puis c'était horrible, les halles, être enfermé, rentrer il fait nuit, tu sors il fait nuit, enfin c'était affreux, hyper mal vécu. Mais bon, je me disais t'es vraiment instable, donc j'ai essayé, mais voilà. Et à côté de ça, un jour je suis retournée chez Chausti pour acheter des chaussures et je tombe sur mon ancienne patronne qui me dit oui Angélique, écoutez, on veut créer un poste de responsable chez Chausti qui n'existait pas à l'époque parce que c'était une société familiale et c'était les patrons qui me dirigeaient un peu de loin. Elle me dit je vous propose le poste de responsable. Je dis ouais, mais par contre va falloir payer hein madame. Passe à la caisse. Voilà. Quand même forte de ma courte expérience chez Orsay mais quand même très formatrice. C'était la première fois où j'étais dans une société où il y avait des procédures pour tout, l'ouverture de caisse, la fermeture, chaque étape de la journée, il y avait un process. J'ai découvert ça parce qu'avant, moi, j'étais dans des entreprises familiales où bon, bah, c'était un peu, voilà. C'est ce qui me déplaisait dans les grosses boîtes, ce côté process, mais en même temps, comme je l'ai appris, je l'ai transposé chez Chausti. Ça a été, en fait, je me rends compte maintenant, c'est moi qui ai mis en place toutes les procédures de Chausti, qui est finalement devenue une petite chaîne quand même de magasins. Tu as fait une structure marketing et crédible pour sécuriser l'entreprise, pour professionnaliser, pour les vols, toutes les pertes, voilà. Et quand même, dans cette société, bon, même si, voilà, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, j'ai accédé à tous les postes. Je suis allée faire les achats à Paris avec ma patronne. Donc, on est allé, à l'époque, dans le quartier du Sentier, qui est devenu un quartier chinois, et on allait acheter, les sacs, les ceintures, et qu'on vendait après. On choisissait les collections, chez Lancaster, chez Texier, voilà. Depuis que je te connais, t'as toujours été, alors, tu me parles de mode, mais, toujours été dans le côté de l'image, de l'apparence, mais la mode c'est pas le côté fashion victime, machin, pas du tout. C'est le respect de soi, de son image, et en même temps suivre les tendances et adapter ses vêtements et ses accessoires à qui l'on est. Et ça, t'as toujours parlé de ça. Et même quand on était étudiante à Cassin, je me souviens de toi, tu me disais, moi je veux faire un truc dans le style. Oui. C'était mon rêve de petite fille. Ça. Voilà. Donc, je t'ai pas posé la question parce que je me suis dit, on va y revenir après. Toi, tu me disais que ton rêve de gamine, c'est de dessiner, de faire des collections. C'était d'être styliste. Et d'être styliste. Ouais, c'était vraiment, au collège, je voulais être styliste ou archéologue. Voilà. Donc, styliste. Alors, j'ai une maman, qui était couturière. Donc, j'ai grandi quand même dans la couture. Elle me faisait mes vêtements. J'étais toujours bien habillée. En fait, c'est de là, ça part de là. Ouais. Ma maman, même si on n'avait pas beaucoup de moyens, on était toujours habillés à la mode. Ouais. Et pour elle, c'était important parce que je pense que justement, comme on n'avait pas trop de moyens, c'était une façon de dire si, on peut quand même. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'elle me cousait des vêtements. J'avais toujours des super fringues. J'adorais ça. Et tu la voyais faire aussi. Je la voyais faire, donc j'ai baigné là-dedans en fait, sans m'en rendre compte. Parce que malheureusement, elle a pas su me transmettre quand même techniquement. Elle m'a jamais appris à coudre. J'ai dû quand même prendre des cours de couture, c'est même un comble. Mais elle a jamais su me transmettre. Mais par contre, il y a eu toujours cette ambiance de, j'étais à côté de la machine à coudre. Des fois, j'étais même sur ses genoux. Voilà. Et je me souviens que la première fois que j'ai pris un cours de couture, la personne m'a dit, vous, on voit, vous, vous n'avez pas fait, mais on voit que vous avez toujours vu ça parce que c'est, en fait, vous savez faire. C'est ça. Vous prenez. Tu sais faire
Voilà, je sais faire avec mes doigts, je sais à quoi servent les choses et j'ai pas eu besoin d'apprendre, tu vois. Ouais. Moi, pour moi, une machine à coudre, ça fait partie de ma vie depuis toujours. Ouais. Donc, je savais changer une aiguille, machin et tout. Ah ouais. Voilà. Une expérience donc dans le prêt-à-porter, un retour vers la chaussure, la maroquinerie et redépoussiérer l'entreprise familiale. Tu t'étais quand même t'étais fière de toi. Et J'étais quand même jeune au final et ça et que la nénette est venue te chercher parce qu'elle sentait qu'il y avait une fibre potentiel. Non mais une fibre commerciale et une fibre liée à la mode et à l'image qui je pense que je me souviens après on va en parler quand tu travaillais ailleurs au centre-ville de Strasbourg. Je pense que des pas beaucoup de gens comme toi, il y avait pas beaucoup de personnalités. C'est ça en moi et j'aime ça profondément. Et ce que j'aime aussi, mettre les autres en valeur. Et justement dans la vente, quand je voyais entrer certaines femmes, directement, je me disais punaise, avec tel ou tel vêtement. Alors oui, c'est superficiel. Oui, je sais bien que ça parle pas à tout le monde et qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que les vêtements c'est superficiel. Mais ça met les gens en valeur, ça leur donne confiance. Et moi, par exemple, personnellement, les vêtements, c'est pas pour être à la mode, c'est pas pour, mais c'est pour m'exprimer en fait. C'est mon moyen d'expression. Et c'est pour ça que les vêtements, d'une certaine façon, sont hyper importants pour moi parce que j'ai l'impression de dire qui je suis à travers mes vêtements. C'est une expression. Et quand les gens me disent moi je m'en fous, moi je prends un truc dans mon armoire et je mets, ça n'a pas d'importance. Alors oui, d'un côté, comme je l'ai toujours dit, j'admire parce que je trouve que c'est une force de s'en foutre. Mais d'un autre côté, tu peux pas exprimer qui tu es si tu ne montres pas qui tu es en fait. Ouais. Parce que je suis désolée, la première impression que tu as de quelqu'un, c'est quand même, c'est la représentation. Et on sait bien que selon tel ou tel style de vêtements que tu portes les gens vont se dire, ah oui, lui, là c'est bon. Voilà. Catalogué. Soit c'est le banquier, soit il y a des professions qui sont, cataloguées par, exactement, il y a des codes à fond. Elle, c'est la nana féminine, elle, c'est le garçon manqué, si, ça. Donc on est jugé, quoi qu'il arrive, et quoi qu'on en dise, on est jugé à la première impression sur ce qu'on dégage tout de suite là, comme ça. Et ça, c'est inévitable. Quand je suis en pantalon, en jean, par exemple, et en basket, je représente un type de femme. Et quand je m'habille, que je suis en robe, et je vois, le regard change, le regard n'est plus le même, la façon dont on m'aborde, c'est différent. Et ça, c'est le vêtement. Mais tu as raison. Hein. Et on aura beau dire le contraire, c'est faux. C'est vrai que le vêtement, il peut être, un révélateur de beauté déjà, ou d'épanouissement. Ouais, de confiance, d'assurance. D'assurance, exactement, d'assurance. Et pourquoi il y a énormément de gens qui se font relooker. Alors relooker, j'aime pas le mot, mais parce que prendre des vêtements et les mettre sur quelqu'un et ne pas connaître son histoire et ne pas essayer de savoir pourquoi il est habillé comme ça sert à rien. Mais en faire des concepts qui font de l'audience à la télé. C'est ça. Alors bien sûr les changements sont flagrants, mais je veux dire une nénette qui porte pas de talons et on lui met des talons de 20 cm, ça se voit, elle est tellement mal à l'aise, elle sait à peine marcher, la pauvre. Ouais. C'est pas forcément ça, un relooking, c'est tous les vêtements ne vont pas à tout le monde. Et la morphologie, ça c'est vrai que on le sait, par exemple toutes les deux, toi et moi, on ne peut pas porter les mêmes choses et c'est pas grave et c'est même très bien. Mais par contre, quand toi t'as la bonne robe ou moi j'ai la bonne robe qui va à notre morphologie et à notre teint par rapport à la couleur, je suis désolée, ça révèle la beauté de la personne. Voilà. Si tu veux être bien dans tes baskets et que t'as un métier où t'es quand même en représentation, autant optimiser. En fait, c'est le potentiel juste qui est optimisé, c'est tout. On a plus confiance. On a plus confiance en soi. Je trouve que quand on porte un vêtement qui nous sied parfaitement, déjà, je pense, on doit se tenir plus droit quand on marche dans la rue. Beaucoup plus. Non, mais oui. On n'a pas peur, on a moins peur de regarder les autres, donc on se sent plus à l'aise, on a plus de confiance, puis on a plus d'assurance quand on s'exprime. Donc je redis parce que c'est un mot qu'on m'a trop souvent balancé à la figure, le mot superficiel, parce que j'ai toujours aimé la mode et je me suis toujours mais non, par rapport évidemment à plein de sujets.
d'actualité ou quoi. Évidemment que c'est superficiel. Mais d'un autre côté, même quand tu vois des femmes malades, qui ont eu un cancer, qui ont perdu tous leurs cheveux, leurs cils, on a touché à leur apparence, qu'est-ce qui reste? Quand il y a une socio-esthéticienne ou une socio-coiffeuse ou quelqu'un, justement, qui s'occupe de leur image. Elles revivent d'une certaine façon parce qu'elles ont besoin de se revoir, de s'accepter, de se réapproprier et tout ça. Donc non, c'est pas que superficiel. Non, c'est pour avancer dans la vie et croire en soi. Enfin, il y a plein de choses liées à l'image. Après ça, tu as continué dans la vente. Dans la vente. Et dans la vente de produits de luxe. Alors, j'ai été dans le luxe. Là, l'image, il y a que ça qui régit tout. Donc, le luxe, pareil, bonne expérience, mais ça me correspondait pas du tout parce qu'en fait, même si d'un point de vue esthétique, je correspondais, à l'intérieur de moi, c'est pas possible. En fait, pareil, tu dois t'écraser pour tout. T'es personne en fait, hein. Et moi, le fait de dire toujours oui, d'accéder à toutes les demandes de gens, juste parce qu'ils ont de l'argent et tout, c'était impossible pour moi. Mais bon, c'était une expérience parce que. Oui, mais t'avais, on va dire, l'âge ou dans ta vie où tu pouvais le faire. Exactement. Et puis, maintenant faire ça, c'est impossible. À l'époque, je voulais, comme je l'ai dit, d'une famille pas forcément riche. Pour moi, c'était une espèce, d'ascension et une consécration et de travailler dans le luxe. C'était, il y avait Chanel. C'était Chanel. Et puis après, il y avait, à l'époque, Marlène Pour, là, je vendais des chaussures de luxe, Sergio Rossi et compagnie, Todd Zogan. Et un monde, par contre, ultra, superficiel, là, par contre, là, vraiment superficiel, ouais. Et justement, c'est là que tu vas bien. Pas du tout épanouissant pour moi, non. Donc, le côté superficiel, c'est pas ça, quoi. Non. C'est-à-dire, le machin, la petite truc à la mode, le petit dernier sac, le machin, toi, t'en fous. Ah non, mais moi, c'est pas ça. Moi, j'aime la mode, mais pas adéquation avec la personne. C'est ça. Et pas pour dire je me suis acheté ça parce que ça a coûté tant et que pas pour le statut social en fait. Voilà. Ensuite donc licenciement de chez Marlène Pour, ensuite Chatawak. Ouais, Chatawak. Alors Chatawak c'est la même gamme que Comptoir des Cotonniers. Responsable de magasin où je me suis ennuyée à mourir pendant 2 ans. Et pourquoi, par manque de challenge ou parce qu'il n'y avait pas beaucoup de il se passait rien, pas de clientèle, non, pas assez de clients, trop pareil, hyper structuré, aucune marge de manœuvre, ce pull tu le mets là, celui-là tu le mets là. J'arrivais au bout du truc vraiment parce que j'arrêtais pas de changer de boulot pour essayer de toujours dans la vente. Mais je changeais juste d'ancienne pour se dire là c'était ça qui n'allait pas, là c'était ça, mais en fait c'était tout qui n'allait pas, c'était ce boulot là et le fait d'être formaté et d'être d'être un pion, d'être un pion. Si c'était pas moi, c'était la même la suivante. Et ça, moi, je ne supportais plus et voilà. Et du coup, j'ai demandé un congé individuel de formation parce que j'avais un vrai complexe sur mon niveau d'études. En fait, le BTS, ça me suffisait pas. Et pourtant, je l'ai eu, Bac+2, tout le monde va par Bac+2, mais ça me suffisait pas. J'en avais marre d'être catalogué. Tu pensais que c'était pas assez. J'avais besoin de dire non, moi j'ai plus. Ouais. Donc du coup, j'ai repris ces études. Du coup, j'ai atteint le niveau Bac+4 qui m'a jamais servi à rien dans ma vie depuis. Mais par contre, en société, je peux dire mais vous savez, moi j'ai un Bac+4. Ouais. Non, mais je rigole. Mais j'en avais besoin. T'avais fait ça pendant ta période où t'as été licenciée? Non, c'était chez Chatawak. Chez Chatawak. En fait, tu prenais un congé. Tu te faisais tellement chier que c'était ça ou non, j'avais quitté. Enfin, t'avais quitté? J'avais pas quitté. J'étais en congé individuel des formations, donc j'allais vraiment en cours. J'ai pas bossé chez Chatawak pendant 6 mois ou 1 an même. C'était 9 mois, je crois. Ouais. Et donc j'ai fait ça. J'ai passé mon mémoire. J'étais enceinte quand j'ai présenté mon mémoire. J'ai présenté mon mémoire sur la mode, justement sur les apparences. Et j'ai eu une mention très bien. Voilà, c'était mon truc. Et donc j'ai repris cette formation de responsable de formation justement parce que j'ai fait un stage dans une entreprise d'insertion pendant cette année d'études et ça m'avait hyper plu et je trouvais que je m'étais dit que l'insertion et tout le social ça m'attirait, mais d'un autre côté moi je suis trop dans l'émotion
Et en fait, chaque histoire de chaque personne, c'était trop pour moi, en fait. C'était tous les jours, c'était que ça, que du malheur, que beaucoup de femmes, des femmes battues, des femmes étrangères, des femmes africaines qui étaient venues sans leurs enfants. Enfin, moi, j'en pouvais plus. J'étais enceinte et j'entendais que du malheur. Et ça t'a démoralisé. Ouais, ça me pesait, en fait. Je me suis dit, non, je peux pas faire ça. Du coup, bah voilà, j'ai passé mon mémoire, j'ai eu mon truc, mon examen, j'ai eu mon premier enfant aussi, Jules, du coup. Et bon, bah je suis retournée dans la vente, hein. Voilà, parce que alors je ne me sentais pas légitime comme formatrice, parce qu'on nous avait dit, bah vous pouvez tout faire, mais tout faire, je peux pas former des gens techniquement dans un domaine que je connais pas, donc je comprenais pas en fait comment. Voilà, donc je suis retournée dans la vente et voilà, quelques années dans la vente, assez malheureuse d'ailleurs, avec Jules dans différentes enseignes. C'était où? C'était Camailleux, Z, enfin l'horreur quoi. C'était horrible. Ah ouais, non mais moi je préfère oublier, c'était affreux. J'ai vraiment subi jusqu'au jour où j'ai trouvé donc le job chez Café Henri. Ah oui. Ouais. Ah voilà. Et ça, enfin, de nouveau, bouffée d'oxygène. Donc, je faisais un peu plus qu'un mi-temps en magasin et l'autre mi-temps en commercial. En commercial. Donc, j'étais en gros 15 heures au bureau et 15 heures en magasin. Et ça m'a fait un bien fou. Et là, je me suis rendu compte que définitivement, les fringues, je pouvais plus. Enfin, si, pour pour le la vente de vêtements, j'en pouvais plus. C'était horrible. Ouais, puis bon, avec le gamin petit et tout. Voilà. Dire, et puis c'était et Café Henri, c'était pas loin de chez moi. J'avais des super collègues. Enfin, c'était vraiment chouette. Et puis ça m'ouvrait de nouveau sur autre chose. Et mon côté vente et commercial ressortait. C'était ce qui me plaisait. Et puis on arrive en 2010 où je tombe enceinte donc de mon deuxième enfant. Et tout de suite, la grossesse se passe pas hyper bien. Je suis super malade, voilà. Mon gynéco me met en arrêt maladie parce que je vomissais tout le temps, ça n'allait pas. Et voilà. Et moi, j'avais envisagé, je m'étais dit, bon, ce bébé, il va naître au mois de mars, je vais prendre 6 mois de congé parental et puis je vais retourner chez Café Henri, je suis à plus ou moins mi-temps. En septembre, quoi. Voilà. Ouais, bon, après exactement. Et c'était pas loin, enfin, voilà, je voyais mon truc tout tracé comme ça. Sauf que, le petit Arthur naît le 10 mars et, tout de suite, alors déjà on me déclenche mon accouchement, j'accouche d'un petit bébé qui fait 2 kilos et quelques alors qu'il était censé être un gros bébé, donc un peu étonné. Et tout de suite le petit Arthur, au bout de 2 jours, il fait une occlusion. Donc il est intestinal, donc on passe du coup 12 jours à l'hôpital. En néonat. Et puis voilà, je pense rentrer avec un bébé sain, quoi, enfin guéri, on m'en dit pas plus. Et puis j'avais fait bien sûr au 3e jour la petite prise de sang qu'ils font à tous les enfants, mais bon, on a fait cette prise de sang sans penser à rien. Et donc voilà. Et puis je me souviens, du coup je rentre chez moi, tout va bien. Mais Arthur, il a des diarrhées tout le temps. Donc, on a notre premier rendez-vous chez la pédiatre. Je lui explique qu'il a tout le temps des diarrhées. Elle me prescrit un petit truc bio, là. Vous donnez-lui ça. Voilà. Mais en fait, elle savait certainement déjà, mais elle pouvait pas me le dire, en fait, parce que c'est l'hôpital, le service de génétique qui devait faire les tests. Voilà. Et du coup, je me souviendrai toujours, c'était un mercredi, il y avait Karine qui est venue chez moi à la maison. Et je reçois un appel d'Aude-Pierre, du médecin, et elle me dit, écoutez, truc de génétique. Et alors là, j'avais compris. Je me suis dit, bon, ok, je savais pas ce que c'était, mais je me suis dit, ok, il y a un truc. Et donc. Et puis t'avais déjà Jules, j'avais déjà Jules. Que la période, les premiers jours, les premières semaines. C'était pas la même chose, on va dire. Et je sentais, je pense au fond de moi qu'il y avait un truc, mais j'étais prête. C'est ce que je dis toujours à tout le monde, j'étais prête. Et donc je me suis pointée à Aude-Pierre. Donc et t'as pas dit au téléphone? Non.
Mais j'ai vite compris parce qu'on m'a convoquée au centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose. Donc le nom, voilà, j'ai vite fait le lien, je me suis allée, jackpot. Et à l'époque, Olivier, il bossait sur Paris. Je sais pas si tu te souviens. On devait déménager d'ailleurs. Ouais, c'était parce que j'avais même annoncé que je risquais de déménager et tout à mon employeur. Et donc, c'était un jeudi, donc je vais à Haute-Pierre. Et pareil, j'y vais avec mon petit Arthur dans son couffin là. Et on me reçoit, ils étaient 3, l'infirmière, le médecin, le généticien, le médecin de la muco. Et là, avec des pincettes, il m'annonce le diagnostic. Et en fait, je l'ai pas mal pris parce que je le savais au fond de moi qu'il y avait un truc et je savais que c'était ton challenge. Ouais, mon destin, ma nouvelle direction de vie, quoi. J'ai accepté tout de suite, moi, la situation, tout de suite. Contrairement à Olivier qui disait pourquoi nous, qu'est-ce qu'on a fait, voilà. Moi, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais dans l'état d'esprit, c'est mon destin, c'est maintenant ma nouvelle raison combative. De me battre. J'avais une raison de vivre d'une certaine façon parce que jusqu'à présent, et pourtant j'avais déjà un enfant, en fait, j'étais jamais contente de ce que j'avais. Je cherche toujours plus. Ouais. Et là, j'ai ce gain de perfection. Ouais, mais la perfection, non, c'est peut-être pas. Non, c'était pas la perfection, c'était juste que j'étais pas bien dans ma vie, je savais pas pourquoi et je trouvais pas. Et avec la naissance donc d'Arthur, avec cette maladie, je me suis dit maintenant. Voilà, on va devoir se battre. Et j'avais trouvé mon combat. Je me souviens encore qu'on avait eu une conversation où je te disais, parce que donc son fameux médicament, le crayon là, qu'il doit prendre à tous les repas, je me disais, mais comment je vais faire? Il faut que je lui donne ça tout le temps. Et je me souviens, mon souci, c'était ça au début. Lui donner et tout. Et au début, c'était horrible, parce qu'un bébé, il a pas envie de bouffer des petites graines là, tu vois, à chaque repas, exactement. Et en fait, comme tout dans la vie, et comme tout s'est mis en place, tout s'est fait, à tout réapprendre. Et voilà. Réapprendre ou apprendre à donner du crayon à un bébé. Ça, et toutes les contraintes. Et c'est pour ça que je pense que je suis de plus en plus allergique aux contraintes, aux obligations. Et ça, je me rends compte, c'est horrible. Hein. C'est toi. Et en fait, j'en ai tellement avec Arthur, et on en a tellement, et lui aussi. Et je pense que c'est aussi qu'il est aussi comme il est à cause de ça. C'est parce qu'en fait, sa maladie lui impose tellement de choses et nous a imposé tellement de choses que maintenant, il y a des choses qu'on n'a plus envie de subir. Et donc, on fait en sorte de plus les subir. C'est bien. Je sais que l'entrée en CP, c'était difficile, mais il l'a pas fait. Parce qu'il était tout le temps malade et que tu as fait l'école à la maison. Donc là, tu t'es improvisée maîtresse maman, qui est déjà un truc que je pense que je pourrais pas faire. En classe de CP, parce que je lui ai appris à lire. Il était trop malade et trop fragile. À l'époque, il avait du mal à prendre du poids. Le mettre dans un nid de microbes au CP, c'était presque suicidaire. Enfin, tu l'as fait 1 ou 2 jours, et après, t'es 3 semaines à la maison. C'est ça. En gros, c'était ça. T'es sur l'école, moi à la maison. Non, mais c'est ça. Ça a été dur pour lui aussi, parce que bien sûr. Socialement, il avait développé des tocs. Arthur. Pour se faire des copains, c'était dur. Arthur, maintenant, il a une passion. Il s'est épanoui là-dedans, il est très à l'aise et il se sent vraiment habité de sa valeur de pilote de modélisme. Et il est reconnu pour ça. Et il est pas là par hasard. Alors bien sûr, au début, c'était le petit qui conduisait des voitures, tout machin. Bien sûr qu'il y a la maladie qui a fait qu'il y a eu des sponsors, il y a eu des personnes qui l'ont suivi. Mais il gagne pas avec la maladie. Il gagne avec son talent. Avec sa rage. Avec ses talents de pilote. Arthur, il est, on va dire, il a 12 ans. Il est dans une santé plutôt correcte. Ça va pour c'est géré, on va dire. On va dire c'est encadré. Il bénéficie la trithérapie, traitement de trithérapie. On va dire que son moral est au beau fixe. On va dire ça. On va dire ça. Ça c'est incroyable. Rester dans les termes d'un podcast. Bon moral, bonne répartie, plutôt à l'aise dans ses baskets. Donc quelque part c'est bien parce que ça cache un peu le côté maladie, la muco, toutes les contraintes que vous avez dû avoir et tout ça. Je trouve ça bien parce que c'est pas avec la maladie qui gagne et qui fait des championnats d'Europe. Non, c'est clair. Pour toi, c'est sûr que voilà, t'as eu des années vouées à lui, quoi.
les premières années, je me souviens même par rapport à notre relation à nous, toi et moi, à chaque fois qu'on devait se voir, Arthur était malade, du coup je devais annuler, ou toi, un enfant était malade, du coup je pouvais pas venir. Donc en fait, en permanence, je devais tout le temps revoir ma vie, et ça me pesait énormément, voilà. Ouais. Mais d'un autre côté, je peux dire que à partir du jour de la naissance d'Arthur, c'est le début du reste de ma vie. Parce que avant Arthur, je savais pas où j'allais. Je savais pas où j'allais. Ouais. Dans le sens où voilà, j'étais mariée, j'avais un enfant, j'étais sur le papier, j'étais censée être heureuse, mais j'étais pas heureuse. Et Arthur est né, et après, tout s'est ouvert devant moi. Je devais m'occuper de lui, de tout, je gérais tout, ça me posait des fois des problèmes, mais généralement quand même pas. Et j'ai avancé. Et depuis que j'ai Arthur, souvent je me souviens plus de ce que j'ai fait la semaine dernière. Je me souviens plus de ce que... En fait, j'avance. C'est maintenant le leitmotiv. Je me retourne plus, en fait. Ouais. Quand on me demande, par exemple, quand je vais à l'hôpital avec Arthur et qu'on me dit « Arthur a été malade le mois dernier ou le mois d'avant ?» Je ne sais plus, parce qu'en fait, je vois que ce qui se passe devant et plus du tout derrière. Mais ensuite, en CE1, il a pu retourner à l'école. Et là, alors il était plus grand aussi, moi j'étais un peu plus sereine, il est retourné à l'école, tout doucement, j'avais envie aussi de nouveau de retrouver un petit peu une vie. Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai fait mon fameux le stage de sac là. En fait, je m'étais pris un atelier sac sur une journée chez Mondial Tissu. Ah ouais? Ouais. Ça, en fait, c'est parti de là. Et du coup, j'avais fait un sac en simili-cuir Python. En fait, tu payais l'atelier, je sais plus, genre 60 € les 3 heures, et tu devais prendre le tissu dans le magasin. Donc j'avais pris ça. Ouais. J'ai fait ce fameux sac, la forme que je t'ai offert après, en fait. Okay. Et ce sac-là, donc ça devait être, je sais pas, en 2018, 2019, j'en sais rien. Je le mets sur Facebook. Et direct, tout le monde s'emballe, me dit « Ah, c'est super, je l'adore. Ah, tu fais des sacs, j'en veux un, gna 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 gna. » Ah ouais, c'est vraiment parti de ça. Et ça s'emballe, en fait. Oh putain. Et je me dis « Ah bah dis donc, calmez-vous. » Je dis « Mais non, il est pas à vendre, je vous montre juste ce que j'ai fait, voilà. » Et j'avais, entre autres, Stéphanie, elle se reconnaîtra si elle entend ça, qui insiste pendant des semaines et des semaines et des semaines pour avoir ce foutu sac en Python. Et je me dis, mais c'est bon, je l'ai fait pour moi, je l'ai pas fait pour le vendre, tu vois. Ah ouais. Mais quand même, je me dis, bon, j'ai le patron, les gens aiment ce sac, je vais en refaire un. Donc j'en fais un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Ah ouais. Et en fait, à chaque fois que je poste, quelqu'un me dit, je le veux. Voilà. Donc je dis bon bah ok, donc j'ai commencé à les vendre à droite à gauche, à les offrir, etc. Et voilà, et ça me plaisait bien. Ça c'était 2019 2018 ou 2019, mais je peux retrouver. Mais ouais. Parce que... Et voilà. Et alors c'est là où tu me disais, tu commençais à rentrer un peu d'argent quand même. Voilà. Et qu'à un moment, il fallait exactement rentrer oui, parce que t'as le droit, je crois, à une certaine somme annuelle, voilà, mais bon. Et donc voilà. Et ensuite, une deuxième étape, la personne se reconnaîtra aussi. C'est un sympathique monsieur qui m'a offert un petit stock de cuir parce qu'il avait vu justement que je faisais des sacs et tout, et il me dit écoute, j'ai un peu de cuir à la maison, est-ce que ça t'intéresse? Et moi je lui dis bah oui, pour l'instant je sais pas quoi en faire, mais oui ça m'intéresse. Et du coup il me donne son petit stock de cuir là. Et mon souci c'était que j'avais pas de machine pour coudre le cuir. Ouais. Donc je me dis bon, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce foutu cuir sans machine? Je me dis bon, je vais essayer d'assembler un petit truc, et je perfore, je mets des vis. Et à la fin, je me retrouve avec un sac, quoi. Je me dis, mais c'est incroyable, j'ai réussi à faire un sac sans machine. Et à partir de là, j'essaie de mettre au point un vrai patron et tout. Et un jour, je dis à ma belle-sœur, Chloé, je dis, écoute, réunis quelques copines, je ramène mon stock de cuir et on va essayer de faire des sacs avec tes copines, voir ce que ça donne. Et c'est parti de là. Donc, mon premier atelier, je l'ai fait chez Chloé, donc ma belle-sœur, avec des cuirs, donc, qui n'étaient pas forcément adaptés au sac, mais c'est les premiers sacs qui sont sortis d'atelier et gratuitement puisque c'était un test. Donc c'était l'été 2020 certainement. Moi je suis pas sûre. S'il y avait des masques. On portait des masques sur la photo. Parce qu'en 2019 c'était pas encore. Ouais. Donc été 2020. Donc après confinement. Voilà. Ah ouais. Et du coup, mais j'avais déjà créé mon auto-entreprise. Ouais. Parce que elle date de janvier 2020. C'est ça. Voilà. Ce que tu me disais, c'est que tout ce que tu as fait avant à la demande avec Facebook et tout, tu les faisais à la demande, mais tu les vendais tous. Oui.
Et donc, pour justifier... Exactement. Alors, toi, ça s'est passé comme ça. Pour justifier les rentrées d'argent, t'as créé ta micro en début 2020. C'est ça, en janvier, sauf que en mars, voilà, confinement, quand pandémie, bordel. Voilà. Et donc, après, ça a traîné un petit peu. Ouais, mais t'as eu le temps de faire le pas. Alors, du coup, voilà, j'ai avancé sur le côté logistique, le matos et tout, la mise en place. Et du coup, je fais ce premier atelier chez Chloé, ça plaît, les gens commentent sur Facebook, machin. En fait, pour moi, Facebook, ça a vraiment été mon moyen de com. De départ. J'ai pas de site internet, j'en ai toujours pas et j'en veux pas. Mais Facebook, vraiment, ça a été le déclencheur, les copines, des copines, des copines. Et voilà, première copine qui demandait un atelier. Alors, j'ai commencé à faire des ateliers à domicile, donc sur type TUP, quoi, hein, la réunion TUP, voilà. Atelier à domicile. J'offrais l'atelier à la personne qui me recevait, donc ça incitait forcément les gens à me recevoir. Et du coup, voilà, les participants payaient leur atelier et c'est parti comme ça. Et le bouche à oreille, c'est fait. Et t'as fait Rive Étoile. J'ai fait Rive Étoile, j'ai fait les Galeries Lafayette. Non, pas Rive Étoile. La tour, la roue, là. Shopping Promenade. J'ai fait Shopping Promenade, j'ai fait les Galeries Lafayette et j'ai fait Roppenheim. Voilà, Roppenheim. Donc ça a bien marché tout de suite. Il y a un humoriste aussi qui t'avait... Antonia de Randinger, qui est venu à un atelier au Galeries Lafayette. Je pensais que c'était une blague, je pensais que quelqu'un s'était inscrit sous ce nom, mais genre, voilà. On lui fera. Et ben non, c'est vraiment elle qui a débarqué. Elle était à fond. Et fort sympathique. Et que je vais d'ailleurs voir en spectacle bientôt. Mais Et puis voilà, à force, oui, les réseaux sociaux, alors même si c'est pas quelque chose... qui me plaît forcément, mais on peut pas s'en passer et ça m'a quand même toutes les opportunités sont tombées grâce aux réseaux sociaux. Made by NG existe depuis donc janvier 2020. Un projet que t'avais pas forcément du tout calculé ni prévu, ni anticipé. Tu t'es laissé porter par la demande et l'enthousiasme des réseaux sociaux, des personnes que tu connaissais. C'était pas du tout ni anticipé, ni prévu, ni business plan. Pas du tout. Oui, alors on va total impro et total se faire démonter, mais bon, oui, il faut faire des business plans, Alors moi, je suis l'antithèse de tout ce qu'il faut faire, en fait. Voilà. C'est un moment convivial, c'est cool, personne se juge, et on repart avec un sac unique. Un sac unique en cuir que personne d'autre n'a. C'est exactement ça. C'est ça qui plaît. Unique, non seulement, quand même aussi, il y a le côté écologique. Alors même si évidemment ça s'adresse pas aux véganes, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est du cuir de seconde main, c'est-à-dire que je rachète des peaux qui auraient été jetées, soit des chutes, soit des peaux à défaut, et je découpe autour pour avoir la matière pour faire les sacs. Donc c'est de l'upcycling parce que oui, c'est du réemploi de matière. Des fins de stock ou des stocks dormants ou des chutes qui auraient été jetées. Donc il y a vraiment ce côté écologique. Et après, quand on fait un sac en cuir, c'est ce que j'essaye d'inculquer aux plus jeunes, c'est que le sac, tu le gardes à vie. Moi, mes sacs, même s'ils vont vieillir, même s'ils vont s'abîmer, mais en fait, le cuir, c'est pour toujours. Ils seront toujours là. Voilà, il suffit de changer la petite vis qui est un peu patinée ou qui a perdu sa couleur, mais c'est pas un sac que tu vas jeter parce que non, ça vieillit, c'est tout. Ça traverse le temps. C'est ça. Alors que les sacs en plastique ou en cuir vegan, comme ils disent aujourd'hui, pour te vendre du plastoc. Maintenant, ils appellent ça du cuir vegan, mais c'est juste du plastique. Faut arrêter de voilà. Non, mais clairement. C'est vrai, hein. Et le plastique ou le cuir vegan, ça s'abîme parce que c'est pas de la peau, c'est plastifié, c'est une matière qui a été créée, c'est pas une matière qui a existé, c'est pas une matière vivante. C'est de la chimie, quoi. Exactement, c'est de la chimie. Et donc ça se détériore. Et après je fais aussi mes propres créas que je vends, mais uniquement des pièces uniques, pareil, voilà. Mais après, pour ça, j'ai des phases. Il y a des phases où j'ai envie de créer, de faire. Et il y a des phases où j'ai envie de rien faire. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, je me force pas. Je suis pas une usine, je suis pas T'as pas de stock, je fais quand j'ai envie. T'as un petit stock de bas, mais c'est parce que t'as envie de les garder ou tu les as pas vendus. Mais il y a pas d'obligation. Non, et je fais que quand j'ai vraiment envie. Je fais plus sur commande, sauf quand vraiment c'est quelqu'un qui me dit écoute, est-ce que tu peux me refaire le même que t'as déjà fait? Là oui, mais sinon je fais plus sur commande, c'est beaucoup trop contraignant, les gens sont trop compliqués, donc non. J'avoue que j'ai eu un petit coup de mou les derniers mois. Parce que c'est comme ça aussi, parce que quand t'es auto-entrepreneur, tu fais tout.
T'es le community manager, le comptable, la pub, le responsable produit, tu fais tout, et c'est épuisant, c'est fatigant. Et puis là, t'as plus d'énergie. Et j'avais plus d'énergie, pour créer quelque chose. Et puis là, la banane m'a redonné la banane, le petit regard là qu'il me fallait. Donc là, allez, je suis repartie. Mais de toute façon, une fois de plus, contrairement à quand t'es employé, parce que quand t'es employé, ok, ça te plaît pas, t'en as marre, machin et tout, mais quoi qu'il arrive, tu auras ton salaire à la fin du mois. Et ça, c'est quand même un confort. Et il y a beaucoup de gens qui oublient ça, parce que tu performes bien, que tu bosses pas bien, t'es payé. Exactement. Alors que quand t'es auto-entrepreneur, si tu fous rien, tu n'as rien. Ou même en libéral comme Julie, qu'on avait reçu tout à l'heure, ou infirmière, libéraux, quand tu bosses pas, c'est ça. Ciao, hein. Quand tu bosses pas, quand t'es en vacances, t'es pas payé. Et d'un autre côté, moi je pense aussi que parfois il faut pas s'obstiner quand tu vois que ça marche pas. Passe à autre chose et fais autre chose. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas un échec. Parce que comme j'ai dit, moi ça marchera tant que ça marchera. Le jour où ça marche plus, moi je vais pas m'obstiner, je fais autre chose. D'ailleurs, j'ai déjà beaucoup d'autres idées dans la cabessa. C'est sûr. Mais mais c'est ça. Mais après, je suis comme ça. De toute façon, moi je ne. C'est ta nature. C'est ma nature. Ouais. Remise en question perpétuelle. Ouais, tout le temps. Et c'est pas grave, si c'est un échec, ça marche. Mais moi, c'est une expérience, ça fait déjà 4 ans. Ah, ça fait déjà 4 ans, c'est pas un échec. Même si j'arrête demain, franchement, il y en a plein qui ont pas réussi à tenir les 4 ans. Donc, et en plus, je suis vraiment pas au bout du truc. Je suis au bout peut-être, perso, parce que moi j'ai la bougeotte et qu'en gros tous les 3 ans il faut que je fasse autre chose, parce que je suis comme ça. Attends, quand tu iras à Paris, tu auras d'autres idées. C'est ça. Mais je sais que je suis pas encore au bout du concept, loin de là. Je vois toutes les peaux là, vous voyez pas, mais tous les cuirs à côté de nous là, avec toutes les matières, ça donne plein d'idées. Maintenant pour les auto-entrepreneurs, oui, pour les personnes créatives, comment j'ai les cuits. Pour moi, non, mais bon. Non mais moi rien que l'odeur du cuir là et toutes ces couleurs et ces paillettes, mais je suis folle. T'as des paillettes dans ta vie. Ouais, j'ai pas besoin de Kevin, moi. Bon, Maxime Nina. Nina, c'est ma Nina, c'est ma copine. Je dis pas pourquoi, mais le mot de la fin quand même. Avoir une Fanny dans sa vie. Franchement, c'est vraiment, il faut avoir une Fanny dans sa vie. Bon, ça change tout. Ce podcast-là, ça va être le plus dur pour moi. Ça va être le plus dur. Pas par sa longueur, parce qu'1h10, c'est beaucoup, mais c'est surtout par la compilation. Je pense que... Non, mais après... Je vais prendre mon temps. Ouais. Sinon, j'ai besoin que les